dans un monde où les sorciers seront libres. Rejoignez-moi. Salut les geeks, c'est William Nadilam. Je suis venu vous faire un petit coucou pour la sortie du DVD Les Fantastic Beasts, les crimes de Grindelwald. D'une part, j'avais jamais imaginé pouvoir faire partie de ce monde. Pour moi, c'était très très loin. C'est encore plus loin qu'Hollywood. C'était vraiment un monde de rêve. Et j'ai reçu un texte, un message de mon agent qui me disait voilà, il faut que tu passes une audition. Est-ce que tu veux bien? J'ai dit oui, bien sûr. Et il m'a envoyé le texte. Le texte, c'était, je sais pas, Joe qui parlait à Jack de Jill. Je me dis, mais qui sont ces personnages? De quoi parlent-ils? Quelle est leur relation? Et je n'en savais strictement rien. C'était hyper confidentiel. Je crois que ça a dû être le tournage le plus confidentiel de la planète à ce moment-là. Et j'ai compris après pourquoi. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'au départ, on m'avait dit que je ne pouvais parler à strictement personne. Donc, j'ai enregistré les personnages tout seul. Alors, je me parlais à moi-même. Bonjour, ça va? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va très bien. Et Jill, où est-ce qu'elle est? Et en fait, on m'a fait recommencer la chose. Je suis ensuite allé rencontrer l'agent de casting Fiona Weir à Londres. Elle m'a rappelé. Je suis reparti à Londres et là, j'ai rencontré David Yates. Et à partir de là, ça a été... je crois que j'étais en train de répéter une pièce dans le sud de la France. J'ai reçu un coup de téléphone. Et mon agent m'a dit, est-ce que tu es assis, William? Je lui ai dit, je sais pas, je peux m'asseoir si tu veux. Et je me suis assis et elle m'a dit, voilà, David Yates va t'appeler dans 10 minutes exactement. Et je suis resté là un petit peu abasourdi. Le téléphone a sonné, David Yates était de l'autre côté, il m'a dit, écoute William, on aimerait bien travailler avec toi, si tu es d'accord. Ça a commencé comme ça. Pas plus que ça, c'est un univers qui me... Je fais attention à ma réponse parce que si je dis familier, on va croire que je suis un Potterhead et que je connais absolument tout. Et j'ai appris, j'ai appris la prudence. Je me suis rendu compte que virtuellement chaque personne qui m'interviewait en savait plus que moi sur l'univers. Mais c'est un univers que j'aime beaucoup. J'avais vu tous les films. Ouais. J'en étais à ce stade-là. Disons que j'étais au premier stade, au premier cercle des Potterheads. Donc je connaissais tous les films, l'enchaînement, mais je ne connaissais pas tous les sorts par cœur, je ne connaissais pas tous les mots, je ne connaissais pas forcément toute l'histoire de Lestrange, par exemple. Mais l'avantage, c'est que mon personnage n'était pas mentionné avant. C'est vraiment un personnage qui était créé au fur et à mesure. Et pour ça, j'en serais reconnaissant éternellement à J.K. Rowling, parce que je crois que c'est dans le travail qu'elle a commencé à développer ce personnage. Au départ, c'était un personnage qui se transformait en animal, en fait. Il y avait beaucoup plus de travail de prosthétique, donc ça m'amusait beaucoup. Je me voyais me transformer en oiseau, etc. Et quand on m'a dit qu'on enlevait cette partie-là, j'ai d'abord été un petit peu tristoun. Je me suis dit, ah mince alors, j'aurais pas de super pouvoir. Mais en fait, c'était pour rendre le personnage plus humain, plus attachant, et pour creuser plus dans son humanité. Et après, voilà, ça a été le cadeau, quoi. J'ai vu 5 fois dans tous les formats possibles. Et alors, je dois dire que les 3 premières fois, j'avais un petit peu, j'étais un petit peu le trac. La première fois, j'ai pas vu du tout le film. J'étais devant l'écran, je regardais le public. Et je me suis rendu compte que c'était un film qu'il faut voir plusieurs fois parce qu'il est extrêmement dense. Il est extrêmement dense parce que c'est comme c'est-à-dire que le premier film aurait dû être un film d'exposition, mais en fait, c'est un film d'exposition des personnages. Et le second film est un film d'exposition de la situation. Il y a une sorte d'effet miroir entre ce second opus et ce qu'on vit aujourd'hui, qui propose de se retrousser les manches et de s'occuper de ce monde. Et donc ça fait beaucoup d'informations. On n'est plus juste dans un petit conte d'enfant, on n'est plus juste avec des gentils animaux, et puis le gentil Newt qui est tellement mignon avec ses mines. Non, on est vraiment dans quelque chose où Newt est pris dans une histoire. Il ne veut pas y aller. Ce n'est qu'à la fin qu'il dit, bon, ok d'accord, je vais choisir mon camp. Et je crois que c'est ça, il y a un message derrière, il faut choisir son camp, il faut prendre le monde à bras le corps. C'est pas facile, donc c'est très très dense, mais il y a dedans plein de fils qui vont sortir. Et c'est autant de nourriture qui va être développée dans le 3, le 4 et le 5. Oui, Harry Potter, ça se passe
principalement dans l'école. Hein. C'est vraiment dans l'école, dans les forêts autour. C'est un univers très enfantin. C'est un univers de... En anglais, on appelle ça coming of age. Je ne sais pas quelle est l'expression française, mais c'est une sorte de conte d'initiation, en fait. Et là, c'est quand même plus grand. C'est-à-dire qu'entre les deux, en fait, entre Harry Potter et les Animaux Fantastiques, il y a eu la pièce The Cursed Child. Et là, Harry Potter a entre 30 et 40 ans. Il a des enfants qui ont l'âge qu'il avait à l'époque. J'ai vu la pièce à New York, à la première, mais j'étais décoiffé, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Je suis rentré dans cette salle, je me suis dit, bon, je vais voir une petite pièce pour enfants, mais pas du tout. C'est vraiment, alors, elle a cette faculté, J.K., de pouvoir parler à plusieurs publics en même temps. Donc elle arrive à intéresser un adulte, et en même temps à parler à son enfant. Et là, c'était vraiment le cas. Donc du coup, là, on est encore un degré au-delà de ça, c'est plus sombre, c'est plus musclé, c'est plus complexe. Et on s'y retrouve, quoi. Enfin, ça parle de nous, vraiment, quoi. Et quelque part, ça suggère aussi qu'on a plus de pouvoir qu'on ne le croit. Pour moi, c'est vraiment... là, ça, c'est vraiment mon avis à moi. Mais je pense que ça s'adresse aux vieux enfants plus qu'aux petits enfants. Pour moi, il y a... voilà, en dessous de 9 ans, je suis pas sûr qu'on comprenne grand-chose. Mais il y a de quoi faire. Je sais que c'est à la 3e lecture, peut-être à la 4e, que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des Nifflers, que j'avais même pas remarqué dans certaines scènes, je les avais même pas remarquées. J'ai commencé à m'amuser de voir le parcours d'un des Nifflers que j'avais pas vu dans les autres scènes. Et je me suis dit, ah tiens, ça aussi il faut le voir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut lire l'histoire à divers degrés. Donc je pense que les enfants vont y trouver quelque chose, ça va les amuser, il y a des choses qu'ils ne comprendront pas forcément. Quand on est petit, quand on ne sait pas ce que c'est que la Seconde Guerre mondiale, on a moins de références. Mais quand on a lu Harry Potter et qu'on sait que les Animaux Fantastiques se passent avant, on a son propre parcours et sa propre histoire. Donc les enfants qui n'ont pas la mémoire qu'ont les adultes, quelque chose qu'ils auraient appris à l'école de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, ils ont dans leur imaginaire d'autres guerres qui ont été faites par Harry Potter, d'autres combats. Parce que c'est vraiment une guerre qui se livre à la fin de Harry Potter. C'est vraiment des forces qui s'affrontent. Bah, eux, ils ont cette expérience-là, quoi. C'était horrible. Ils sont insupportables. Bien entendu, Johnny Depp est merveilleux. J'ai vraiment été étonné, parce que moi je le vois un peu... voilà, il y a un moment, quand on n'est pas acteur aussi connu que ces gens-là, on est un peu groupi, en même temps on les regarde, on dit ah oui, ils sont vachement connus, comment est-ce qu'ils fonctionnent, ce sont des sortes de bêtes curieuses. Et en fait, Johnny est un type qui vit pour jouer, c'est invraisemblable. C'est-à-dire, dès qu'il joue, il s'allume, quoi. Eddie Redmayne est un très grand technicien. Il m'a vraiment fait penser à Charlie Chaplin parce qu'il travaille tout le temps. Il est tout le temps en train de travailler. Dès qu'il y a une pause, on le voit en train de répéter, en train de bouger, en train de travailler sa gestuelle, etc., de répéter son texte. Tous les autres sont hyper concentrés. Zoe Kravitz, qui a l'air complètement détendue, et en fait, dès qu'on dit action, c'est une dynamite, quoi. C'est invraisemblable. J'ai adoré bosser avec Claudia Kim, l'actrice qui joue Nagini, qui est un amour. Ezra Miller, n'en parlons même pas. Ezra, voilà, je pourrais parler de tous. Il y avait Dan Fogler qui joue Jacob, qui me faisait rire tout le temps parce qu'il me regardait jouer. Et après, il me rejouait mes propres scènes. C'est-à-dire qu'il me rejouait William en train de jouer Youssouf Kama. Donc il y avait vraiment des liens qui sont tissés, qui étaient très ténus, très serrés. Il y avait très peu de fond vert. Une chose qu'il faut dire, c'est que j'étais en admiration complète devant le travail des costumiers, des décorateurs, des maquilleurs, de toute cette équipe autour, parce que ce sont des artisans. Ce sont vraiment des artisans qui ont un sens du détail, mais invraisemblable. Il y avait très peu de fond vert. C'est-à-dire qu'on avait construit les quartiers de Paris, quoi. C'est énorme. Il y a des moments où je me disais, mais je suis à Paris, en fait. Je suis à Paris en 1920. Avec tout vraiment dans les proportions humaines, quoi. Et à un moment, on rentre dans une salle, et c'était notre green room. La green room, c'est l'endroit où on va attendre, il y a un café ou un thé qui nous attend avant que notre scène commence, et avant qu'on nous appelle pour aller... Donc on se concentre, on reste là, et puis on attend. Et bien cette green room, c'était un magasin de produits, d'articles de sport
à destination des enfants de Hogwarts. Donc c'était, vous savez, ces balles avec les ailes, c'était des battes pour ce genre de choses, c'était des trophées. Et le sens du détail dans ce magasin, on aurait cru, je croyais qu'il y avait une scène qui se tournait dedans, et pas du tout. La caméra passait uniquement dehors. Mais c'est-à-dire qu'ils savaient très bien qu'aucune scène ne se ferait dedans, mais toute personne qui rentrait se croyait vraiment dans un magasin, quoi, dans un magasin, et ça donnait envie d'acheter tout de suite et de faire partie. Voilà, c'est un truc qui vous fait, qui vous donne envie de faire partie de ce monde, de vivre là. J'aurais emménagé tout de suite. Il n'y a pas un monstre auquel tu ne t'attaches pas.